Je disais tout à l'heure, en attendant le président, ceux qui participent au débat auraient pu nous rechanter l'hymne du FIFO, là, parce que Véronique n'était pas là pendant le truc. Là. Mais bon. Donc bonjour à tous, on va démarrer cette première table ronde du FIFO. Je rappelle l'intitulé de la table ronde, parce qu'il concerne la visibilité des cultures et des histoires de l'Océanie. Le développement du secteur audiovisuel est essentiel. Quelle stratégie et quelles solutions pour nos pays? Depuis le premier FIFO, cette question se pose, hein, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on met à la disposition de la production audiovisuelle pour qu'on puisse parler de la visibilité de nos régions. Euh, alors il y a des jeux, ça dépend, il y a des hauts, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des réalisations, parfois des échecs, des hésitations. Ce qu'on propose aujourd'hui, à 21e édition, c'est de faire un point d'étape de tout ça, de cette question de la visibilité, à travers les trois témoignages, les trois acteurs de notre région, c'est surtout le Pacifique francophone. Mais il y a une réflexion aussi sur l'ensemble de la région. Donc, on vous a dit tout à l'heure, Véronique Roger-Lacan, qui est ambassadrice de France auprès de la communauté du Pacifique, qui représente aussi cette communauté, la réflexion de cette communauté. Yoann Le Courrieux, qui est membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, chargé de l'audiovisuel. Et puis Moïté Bondesson, président ici en Polynésie, qui est également pour que les acteurs politiques, les décideurs prennent ce chantier en main, etc. Voilà, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, pour ne pas rester dans les débats théoriques un peu, de dire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, le Fonds Pacifique, et puis qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à présent, et c'est quoi les autres propositions qu'on peut faire ensemble. Donc on peut, si vous êtes d'accord, on fait comme ça, et puis ensuite, après, on vous donnera la parole pour poser des questions. Je reviens donc sur la partie réflexion, peut-être d'abord avec toi, Moïté. Ici, on se tutoie, hein. C'est ça, ça vous gêne pas? Bon, bon. Donc voilà, je disais tout à l'heure que quand on parle du Pacifique, souvent, on met en avant la question du climat et puis la menace de disparition de nos îles. Il y a une sorte d'urgence à défendre nos îles, quoi. Mais il y a aussi les cultures, et on n'en parle pratiquement pas. C'est comme s'il fallait défendre les cocotiers, et puis pas défendre les cultures des gens, les langues, etc. Il y a une belle formule de notre vieux Aimé Césaire qui disait nos pays ne sont pas que des paysages. Or, souvent, on traite les paysages d'abord. Donc, Moïté, toi, maintenant, tu es en responsabilité. Je vois que toi, tu es tiraillé de partout, là. Comment tu réfléchis cette question-là, qui était à l'origine du FIFO, etc. Puis après, on fera le tour. Merci Wallace, Yorana à tous et à toutes. Alors, déjà, moi j'ai un prisme particulier puisque je considère deux secteurs en même temps, c'est celui du numérique et de l'audiovisuel. Autant il y a 20 ans, 30 ans, c'était deux secteurs distincts. Autant la convergence des technologies aujourd'hui, c'est en tout cas mon analyse, nous appelle à considérer ces deux secteurs conjointement. Les technologies qui sont utilisées pour produire des jeux vidéo sont aujourd'hui les mêmes qu'on utilise dans le cinéma. Ça, c'est pour la convergence des deux secteurs. Donc pour moi, on ne peut pas considérer séparément le numérique de l'audiovisuel, même s'il y a des spécificités dans chaque secteur. Ensuite, là je vais parler de la Polynésie, je ne connais pas le contexte calédonien. Même s'il est encore, à mon sens, embryonnaire, le secteur de l'audiovisuel, c'est la troisième exportation de la Polynésie. Après la perle, le poisson, c'est l'audiovisuel à hauteur d'à peu près 1,2 milliard, c'est en termes d'exportation ce que ça représente aujourd'hui. Donc c'est
même dans l'état embryonnaire dans lequel il est aujourd'hui, c'est un secteur important, avec une majorité d'acteurs qui sont de petite taille, je parle des acteurs locaux. La granularité moyenne de nos entreprises dans l'audiovisuel, ça se situe entre 1 et 6. On a très très peu de compagnies dans l'audiovisuel qui vont au-delà de cette taille, donc ça reste des TPE qui travaillent parfois toutes seules avec beaucoup de difficultés, qui travaillent de temps en temps en coopération avec des producteurs soit nationaux, soit internationaux. Le secteur de l'audiovisuel, c'est vrai, tu le disais, ne peut pas se limiter à filmer des paysages. Alors moi, quand j'avais le temps, et je continue à le faire, mais je ne publie pas, aux grandes dames de mon éditeur qui est là devant moi. Mais moi qui ai une passion pour l'écriture, je pense que l'audiovisuel, c'est avant tout des histoires. Si on n'a rien à dire, si on n'a rien à raconter, on ne peut pas faire de film, on ne peut pas faire de documentaire, on ne peut pas faire de fiction. Donc à la base de l'audiovisuel, il faut des histoires. Et pour ce qui concerne les histoires, je pense qu'en Océanie, on n'en manque pas. Entre nos mythologies, on a tellement de choses à raconter, on a tellement de choses à dire au monde, alors à la fois sur le monde imaginaire qui est le nôtre, le monde des rêves, mais aussi le monde réel. On a des sujets sur lesquels on peut, je ne vais pas dire donner des leçons, mais on peut échanger avec le monde, on peut dire au monde, voilà ce qui se faisait chez nous. Il y a des exemples dans l'environnement, par exemple, le rahoui qui a toujours existé chez nous est aujourd'hui repris un peu dans toutes les conférences sur l'environnement, les aires marines éducatives, ce genre de pratiques qui ont émergé en Polynésie, et je suis sûr que c'est la même chose dans tous nos pays. Maintenant, ce secteur, je l'ai dit en préambule, il est embryonnaire. Il faut le faire croître. Alors, moi, j'ai un objectif un peu fou, qui est d'ici 10 ans d'atteindre 25% du PIB pour le numérique et l'audiovisuel. Bon, l'histoire nous dira si cet objectif sera atteint dans 10 ans, mais même si on n'atteignait que la moitié de l'objectif, je serais content. Il faut pour ce faire à la fois aider nos enfants à se former à ces métiers, parce que dans l'audiovisuel, il y a grosso modo une 50aine de métiers différents, et la plupart de nos jeunes Polynésiens sont pour la plupart des autodidactes. Ils se sont formés d'abord en allant voir, en essayant, en se formant, en apportant les cafés, et puis progressivement en faisant autre chose. Il n'y a pas de saut métier, mais la plupart sont des autodidactes. Certains ont pu faire des formations, mais il faut, je crois, arriver à structurer ça de manière plus efficace. Ensuite, il faut aider les productions, parce qu'on a un nombre de diffuseurs limité. Ça, je crois que tu connais bien ce sujet. Et donc, les possibilités de diffusion, finalement, vont définir la capacité de production. Parce que faire un film pour se faire plaisir, je crois que personne n'a les moyens de le faire. Donc, pour se lancer dans une production, il faut être sûr qu'au bout de la chaîne, ce film va être acheté et pour être diffusé. Donc, c'est pour ça que, dans mon discours, je disais que, pour moi, les nouvelles plateformes sont plus des opportunités que des menaces. Encore faut-il avoir les moyens d'y accéder. C'est pas facile de vendre une série ou un film à Netflix. C'est un chemin de croix, c'est des négociations particulières, mais il faut pouvoir le faire. Voilà, ce que je peux dire en préambule. Hein. Là, tu commences à rentrer un peu dans la mécanique, ce que propose la Polynésie. Je reste un peu sur la réflexion. Hein. C'est vrai que quand politiquement, alors ça s'adresse à tous les trois, je vois que il y a beaucoup de mobilisation autour de la question du climat. Il y a c'est les COP combien 26 à Dubaï. Il y a même des rencontres autour des îles, avec la France, avec les États-Unis, avec la Chine même, tout ça. Mais toujours autour du climat et l'urgence du climat et puis du réchauffement climatique, la disparition des îles. Très peu sur la culture. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu paradoxal, quoi, finalement, hein?
C'est-à-dire que nous, de notre point de vue, d'ici, c'est surtout ces enjeux culturels qu'on voit, hein, même si c'est vrai que le réchauffement climatique, etc. Mais pourquoi c'est comme ça et comment on peut mobiliser les choses autour de... Toi, tu as été à l'UNESCO avant, donc Véronique était à l'UNESCO avant. Donc comment ça peut s'expliquer et puis comment on peut changer un peu le regard sur ça? Véronique, tu as le... Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le membre du gouvernement, cher Wallace, heureuse d'être avec vous tous. Je crois, Wallace, qu'en citant Aimé Césaire, tu évoques une question qui est extrêmement importante aujourd'hui, mais qui a été dès le départ au cœur de la pensée des Nations Unies. Quand en 1945, les chefs d'État et de gouvernement fondent les Nations Unies avec ce système de paix et sécurité, plus jamais ça, la légitime défense qui est le seul cas dans lequel on peut éventuellement déclarer une guerre, en même temps se crée l'UNESCO. Donc en 1945, en même temps que se créent les Nations Unies, ces chefs d'État et de gouvernement disent c'est en même temps par l'éducation, la culture et la science que doivent se préserver les cultures et que doit se préserver la paix et la prospérité. Et c'est parce que les cultures des autres n'étaient pas connues, qu'elles étaient ignorées, que nous avons assisté à ces deux grandes guerres mondiales en 14-18 et en 1945, et surtout à la Shoah, qui est en nombre ce massacre inédit. Et donc l'idée est de, faire de sorte que chaque entité du monde connaisse sa culture, donc éducation, que les autres connaissent les cultures des uns et des autres et les comprennent et étudient les cultures des uns et des autres, la science. Donc c'est un petit peu, aujourd'hui, on sait, comme dit Wallace, les grands titres, les bombes de communication, c'est Tuvalu va disparaître. Tuvalu va disparaître. Donc, est-ce que, finalement, le terrain Tuvalu qui va disparaître, est-ce qu'on peut lui conserver sa souveraineté quand même s'il est sous les eaux? Mais Tuvalu fait de sorte que sa culture soit aussi préservée. Et donc, dans une organisation comme l'UNESCO, Tuvalu essaie d'inscrire beaucoup de ces rites, de ces danses au patrimoine immatériel, mais essaie le plus possible aussi du coup, de faire de sorte que son terrain soit reconnu comme tel. Donc là, ce que vous avez réalisé au FIFO depuis une vingtaine d'années, c'est, me semble-t-il, moi je suis totalement novice dans la culture océanienne, c'est, comme le disait le président, faire connaître ces rites, ces valeurs, ces légendes, les faire de sorte qu'elles ne disparaissent pas au gré des arrivées des plateformes qui, elles, offrent des contenus qui ne sont pas, si j'en regarde un petit peu, qui ne sont pas des contenus très océaniens, ou si ce sont des contenus un peu océaniens qui sont produits, réalisés, racontés par d'autres que des océaniens. Donc tout ce que vous avez fait ici, c'est préserver tout cela. Et il semble que ce soit une réussite énorme, le FIFO, que le Fonds pour l'audiovisuel de Polynésie française, le Fonds pour l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie aient été de grandes réussites. La question, c'est est-ce qu'il y a une coopération entre tous les États qui constituent l'Océanie pour contribuer, alors je reviens macro à cette grand objectif stratégique qui est de préserver la paix en se connaissant les uns les autres, mais surtout pour vraiment pérenniser ces cultures sans lesquelles de l'économie ne fonctionnera pas. J'ai visité ce matin le port de pêche et j'ai vu le savoir-faire des coupeurs de thon, etc. Ce sont des savoir-faire et on sait qu'à quel point la Polynésie a une politique de la pêche très précise et qui n'est pas partagée par tous. Donc comment la documenter aussi pour qu'elle soit partagée et connue de tous? Merci Véronique. Yoann, même question à peu près, c'est-à-dire que toi, tu es au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
c'est vrai qu'il y a une mobilisation sur le climat pour accompagner la question du climat, tout ça, mais il y a aussi les enjeux culturels. Et comment on fait... Est-ce que l'urgence climatique ne cache pas finalement l'autre urgence, qui est l'urgence culturelle et puis de visibilité? Bonjour à tous. Il est vrai que l'urgence climatique peut cacher à terme tous les autres besoins de protection, de ce qu'on appelle du patrimoine immatériel qui sont issus de nos cultures. Et en Nouvelle-Calédonie, on a, même si je ne suis pas un grand spécialiste de la culture polynésienne, mais la culture polynésienne, il y a des nuances, mais vous avez une culture polynésienne. En Nouvelle-Calédonie, on a une culture multiple. Il y a la culture ancestrale mélanésienne, il y a une culture européenne, il y a une culture asiatique, polynésienne à travers les Wallisiens, les Polynésiens qui habitent. La Calédonie est multiculturelle dans son mode de fonctionnement, même si nous avons une très forte présence mélanésienne. Et c'est cette diversité culturelle que l'audiovisuel doit relater à travers sa production. Et des fois, on voit que les différents sujets qui sont produits en Nouvelle-Calédonie, soit à travers le climat, tous les sujets sociétaux qui apparaissent et qui interpellent l'ensemble de ces différentes, cette pluralité culturelle, permet d'aborder à travers ce qu'on appelle la Grande Terre et les îles, les problématiques de manière différente. Et cette production audiovisuelle qui était basée beaucoup sur le documentaire au départ, aux 3/4 pour nous, et un petit quart pour la fiction, devient maintenant de plus en plus importante parce qu'on pousse à l'écriture. L'écriture devient importante parce qu'avant de diffuser, il faut savoir quelle histoire raconter. Et même si c'est un documentaire, si on veut qu'il soit bon, il faut savoir quelle histoire raconter. Et on s'aperçoit que maintenant, le gros du travail vient aussi de la finesse de l'écriture au départ. Et c'est ce qui est demandé à tous les réalisateurs, à tous les producteurs, vraiment de travailler cette écriture. Et on s'aperçoit que le sujet climatique, comme le sujet de la transition alimentaire, qui va avec aussi souvent, et qui va aussi sur les us et coutumes des différentes populations, qui soient sur une île, proche de l'eau, ou à l'intérieur, de la Grande Terre, vraiment des approches différentes qu'il faut retraduire à travers ces productions audiovisuelles. Et c'est vraiment nécessaire. Alors, en Nouvelle-Calédonie, la production audiovisuelle n'a pas la part dans le PIB de la Polynésie encore. Parce que nous avons une industrie minière qui emporte et qui écrase tout, malheureusement, sur son passage. Et heureusement, parce qu'elle amène un niveau de vie à la population calédonienne, mais des fois écrase toute initiative autre dans l'économie. Mais on s'aperçoit que la production audiovisuelle est en train de se structurer, est en train d'apporter avoir une place importante dans l'économie calédonienne. En gros, pour 1 franc investi dans l'audiovisuel, que ce soit en aide, on a quasiment 3 francs de retour, donc ce qui est énorme. On a, sur les 7 dernières années, investi quasiment 900 millions. Et il y a eu 2,7 milliards estimés lors d'une dernière étude de retour sur les différentes productions. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Par rapport à ta question, Wallace, initiale aussi, c'est tous ces sujets, toutes ces problématiques, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient climatiques, c'est vraiment aussi de les diffuser de la meilleure façon, parce que se les passer entre nous, c'est bien, mais on est tous touchés des mêmes problématiques. Les îles du Pacifique, comment satisfaire notre alimentation si possible, comment pouvoir régler nos problèmes sociétaux spécifiques à nos petites îles, avec nos petites populations, et puis les conditions climatiques. Aujourd'hui, ça illustre. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces sujets, c'est comment les diffuser, et c'est pour ça que le FIFO a son importance, c'est pour ça que le FIFO hors les murs a ses importances, c'est pour ça aussi que différents outils que nous mettons en place, de différentes manières, nous on s'est inspiré, on a regardé beaucoup ce qu'a fait Tahiti sur Tahiti VOD, qui a été pour vous une collecte et une protection et une diffusion de vos patrimoines audiovisuels, parce que c'est ça. Nous, on a créé et on l'a inauguré la semaine dernière un site qui s'appelle Film en Nouvelle-Calédonie, où on a collecté et on a concentré sur un site
l'ensemble des productions du fonds audiovisuel. Donc il y a plus de 240 productions des 7 dernières années du fonds audiovisuel, que ce soit des fictions ou des films documentaires, pour pouvoir les diffuser au monde, c'est-à-dire soit aux programmateurs de festivals, soit aux programmateurs de télévision et autres dans le monde, et aussi de pouvoir vraiment que ces productions ne restent pas internes à l'Océanie. C'est ça la difficulté. Des fois, on est content de se voir entre nous, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est aussi montrer au monde nos cultures, montrer au monde nos problématiques, qui sont parfois les mêmes qu'il y a dans le monde, mais aussi avec des nuances, avec des différences. Donc, si ça vous intéresse, j'ai amené un petit QR code avec le site. Il fait de la publicité en plus. Oui, j'en profite de l'occasion, merci. Mais, merci. C'est pas payant encore, non, ça va. Là, tu es en train de rentrer déjà dans les mécaniques internes à je reviens sur toi, Président. Avant de parler de ce que propose la Polynésie en procédure et en fonds, etc., peut-être une dernière question politique. Finalement, je vois beaucoup de conférences sur le climat, machin. Est-ce que les îles du Pacifique ne peuvent pas proposer un rendez-vous sur la culture et sur la préservation des cultures? Est-ce qu'il n'y a pas une démarche, je ne sais pas si c'est le forum ou si c'est la CPS, ou autour de ces enjeux culturels-là, quoi, et puis que ce soit, bon, je disais l'autre jour à la conférence de presse, c'est que nous, on ne défend pas seulement les cocotiers, on défend surtout les histoires, comme tu dis, et peut-être une initiative commune, ou je ne sais pas. Alors, il a existé des initiatives régionales dans le domaine culturel. On a eu le Festival des Arts du Pacifique, qui est quand même quelque chose d'important. Le FIFO, c'est important. Il y a quand même des acteurs de toute la région qui se réunissent ici. Maintenant, s'il faut un autre format, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un événement organisé de manière ponctuelle ou de manière récurrente? Ça fait partie des discussions qu'on devrait avoir au Forum du Pacifique, à mon avis. Ça, tout à fait. Ok. Alors, donc, on revient sur la structure, même les propositions de la Polynésie. Comment ça se passe, juste pour ceux qui ne sont pas de Polynésie ici, comment ça se passe, l'aide à la production audiovisuelle? Et puis, quels sont les projets que tu vois, toi? Alors, aujourd'hui, l'aide... Tu veux faire un petit Google tahitien ou quoi? Pourquoi petit? Non. Aujourd'hui, l'aide à la production ici, c'est principalement un mécanisme qui est le SCA, qui budgétairement représente à peu près, bon an, mal an, 130 millions de francs pacifiques d'aide annuelle. Donc, c'est des subventions directes qui sont attribuées sur présentation de dossiers. Il y a un examen qui est fait par 2 services instructeurs principaux, qui sont la DGEN et la DGAE, qui, au bout d'une session d'examen des différents dossiers, par rapport aux demandes, parfois on donne 100% de ce qui est demandé, parfois on donne moins, rarement plus, donc jamais plus. Et ça permet donc à la production locale de se développer. Sur des productions extérieures qui viennent en Polynésie, jusqu'à présent, les aides se sont plutôt matérialisées, je dirais, en moyens et en nature. On a mis à disposition de certaines productions les moyens du pays, que ce soit les bateaux pour transporter le matériel, pour transporter les équipes. On a mis parfois des infrastructures du pays également à disposition. C'est la même chose pour l'État. Je crois qu'il y a des scènes de pacifiction qui ont été tournées au sein même du Haut-Commissariat, ce qui est quand même pas courant. Mais ça, c'est pour l'existant. Ensuite, est-ce que ça concerne à la fois l'audiovisuel et le numérique, comme tu disais, ou c'est de... Alors, c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes pour l'audiovisuel et pour le numérique. Pour le numérique, on a d'autres aides, on a le DAD, on a les ACI, alors aide à la connexion Internet, et puis les aides au développement digital. Donc,
On a en ce moment un travail je dirais de recensement de l'ensemble des aides qu'on a à disposition des deux secteurs, et puis on va réfléchir à peut-être les reformuler pour justement prendre en compte cette convergence des technologies. Alors, pour bénéficier de ces aides, il faut des conditions particulières ou... Oui, il faut d'abord être une société enregistrée ici en Polynésie. Il ne faut pas oublier que les productions, les productions qui viennent se filmer chez nous peuvent aussi bénéficier des aides du CNC. Alors pas toutes les aides, et dans des configurations qui sont parfois un peu compliquées. Pour les non-francophones, le CNC, c'est le Centre national du cinéma. C'est ça. Et qui existe à Paris. Qui est pour nous un exemple de ce qui peut être fait de bien. Quand on voit la réussite de la production et le développement de la production audiovisuelle et du cinéma en France, on se dit que le modèle qui a été mis en place fonctionne. Donc on essaye de s'en inspirer. J'étais récemment à Paris, je les ai rencontrés assez longuement, on a beaucoup discuté. Donc vous avez pour les grosses productions, 2 dispositifs qui sont des crédits d'impôt, un crédit d'impôt national pour le cinéma et un crédit d'impôt international qui lui est destiné donc on va dire aux grosses productions. Évidemment, les sociétés polynésiennes n'étant pas contribuables dans l'Hexagone n'ont pas accès directement à ces crédits d'impôt. Mais en travaillant en collaboration avec des productions donc, soit nationales, soit internationales, elles peuvent indirectement bénéficier de ces crédits d'impôt. Ensuite, ce qu'il faut, je crois, ce qu'il faut arriver à faire rapidement, c'est structurer le secteur. Quand tu t'appelles James Cameron et que tu dis « Tiens, je vais devenir tourner Avatar 3 au Tuamotu », hein, c'est un message que je lance comme ça, c'est des fois qu'ils nous regardent. Tu te poses des questions. Tu te dis qu'est-ce que je vais trouver sur place? Quel est le tissu professionnel? Quels sont les outils? Quels sont les hommes et les femmes, évidemment, sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour ne pas avoir à tout amener? Et aujourd'hui, cette réponse, elle n'est pas évidente. Il va falloir qu'il cherche un peu, qu'il tâtonne, et ça peut tout simplement lui dire, lui envoyer un message un peu trouble, qui est de se dire, bon, je ne vois pas trop où est la porte d'entrée, je ne sais pas trop comment c'est structuré, et puis je vais, tiens, Fidji, oh ben là, c'est clair, donc je vais aller à Fidji. Donc, je ne sais pas s'il y a des Fidjiens dans la salle, mais à Fidji, ils ont un Fidji Film Office, donc ça fait partie des projets qu'on a évidemment de mettre en place ce Tahiti Film Office, qui à notre sens est un outil indispensable, qui est un peu l'équivalent des France Film, qui existent donc dans l'Hexagone. Il y en a dans toutes les régions qui font la promotion de leur région et qui en gros permettent de répondre à cette question. Voilà, vous êtes un producteur international, vous voulez venir chez nous, et ben voilà, vous avez un guichet unique auquel vous vous adressez et qui va répondre à toutes vos questions. Ça, tant qu'on n'a pas cet outil-là, je pense qu'on ne va pas pouvoir franchir cette marche. Alors on reviendra tout à l'heure sur tes projets, ta vision pour l'avenir, avec le... Comment tu appelles ça? Tahiti Film Office. Ah oui, non, avec les assises. Les assises qui vont démarrer vendredi dans le FIFO. On reviendra là-dessus. Peut-être, comme Johan, sur la Nouvelle-Calédonie, comment ça fonctionne? C'est à peu près pareil ou, parce que comme vous avez le nickel, peut-être que vous avez plus d'argent, non? Non, pas utiliser la même chose. Non, mais c'est le système, il est quasiment similaire. Donc, on a un fonds de soutien à l'audiovisuel qui est géré par un comité de gestion qui, de manière annuelle, a une aide entre 130 et 140 millions CFP. Donc, c'est l'équivalent du fonds polynésien. Il dote de 2 manières, aussi sur des dossiers, donc sur des dépôts de dossiers, sur une aide à l'écriture ou sur une aide à la production. Comme je disais, l'aide à l'écriture devient de plus en plus importante parce qu'il faut avoir de la qualité. Des fois, il faut prendre du temps au démarrage pour avoir un bon produit au final. Nous avons à peu près une 60aine de dossiers annuels et on soutient en moyenne, on arrive à sortir 40, 45, 50 maximum dossiers.
On donne rarement 100% de ce qui est demandé, nous. On donne toujours un peu moins. Mais on voit que c'est le même principe. Il faut être une société, bien sûr, néo-calédonienne. Mais aussi, ou alors, il y a des productions nationales et internationales qui peuvent être aidées si elles s'appuient sur des sociétés de production calédoniennes. Voilà. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment pour aider à structurer la filière, à former aussi un certain nombre de techniciens. Il y a plusieurs métiers, comme ça a été indiqué par le président Anderson. Mais nous, on compte qu'il y a à peu près une communauté de 300 personnes, dont une centaine qui peuvent en vivre, plus ou moins. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi avoir du personnel formé à certains métiers. Il faut avoir aussi des équipements, parce que ça évolue énormément au niveau des caméras, au niveau de certains. Et on voit qu'il manque, comme toujours, l'équipement final qui est attendu partout, qui est le studio ou les studios, ou les grands studios. Mais là se pose la question de dire qu'un territoire comme le nôtre, 270 000 habitants, c'est compliqué. Le mettre à Tahiti aussi, c'est le compliqué. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de tonnage si on veut que ça fonctionne. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a une manière de faire autrement sur ces équipements? On a à peu près les mêmes problématiques que la Polynésie sur l'accès aux aides du CNC, entre le premier guichet, le guichet spécifique et autres. C'est très difficile. Pourtant, on a signé des conventions avec eux, la Nouvelle-Calédonie. Et on voit qu'il n'y a que seulement une dizaine de productions qui ont pu avoir de l'aide du CNC. Alors, est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque de savoir-faire sur le montage des dossiers, parce que c'est très spécifique au niveau national et autres? En l'occurrence, c'est quelque chose sur lequel on appuie pour avoir de plus en plus d'aide à travers les dispositifs du CNC. Comme je l'ai indiqué sur la visibilité des productions, on a monté le site internet Film en Nouvelle-Calédonie. Alors nous, la petite différence avec la Polynésie, on n'a pas ce mythe de la Polynésie française qui, quoi qu'il arrive, on dit tu vas tourner un film en Polynésie, il y a plein de gens qui lèvent la main, tout le monde va aller tourner. Voilà. Et pourtant, sans préjuger de la beauté de vos paysages, nous avons des paysages peut-être plus diversifiés. Entre le sud minier, quasiment lunaire, et puis l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, avec des montagnes comme vous, très verdoyantes et autres. Et puis les îles, comme vous avez vos îles, avec de belles plages et autres. Donc on a ce potentiel, peut-être, qui peut, mais la Calédonie, par un manque du mythe, parce que c'est vraiment cette légende de la Polynésie qui est ancestrale et qui a été cultivée à juste titre, et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est bien. La Calédonie, il faut qu'elle devienne cette terre de tournage, qu'elle n'est pas encore devenue. Et donc nous, on produit beaucoup en interne, mais il manque encore la venue de grandes productions, soit nationales, soit internationales. Alors, on a eu quelques essais, beaucoup avant le Covid, sur des séries nationales, au PJ. On a eu aussi quelques tournages australiens sur les messieurs là, qui cherchent des dames partout. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, meilleur amour, ou je ne sais plus, bon, un truc... Voilà, un petit concours. Donc, il y a les Australiens. On a eu du Koh-Lanta plusieurs fois. On a eu au moins Koh-Lanta à 2 ou 3 éditions, je pense. Après le Covid, il y a une rupture et on a beaucoup de mal à reprendre. Et donc, sur ces productions nationales. Et donc, c'est vraiment là l'objectif de faire revenir des grands tournages ou des séries sur la Nouvelle-Calédonie et de manière durable. Parce que ça permettra encore de renforcer la communauté vraiment technicienne et audiovisuelle de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être une question rapide que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que ce dispositif pour l'audiovisuel concerne également le numérique ou pas du tout? Non, il ne concerne que l'audiovisuel, même si l'audiovisuel maintenant se tourne beaucoup sur le numérique, et je suis d'accord. Nous avons après énormément d'appels à projets sur les Blue Tech, les Green Tech, les Women Tech. En fait, on déclare sur un potentiel d'appels à projets sur les aides aux startups calédoniennes, pour les aider dans ce domaine et pour le développement du numérique. Et on s'aperçoit qu'après,
elles font des petits au niveau national, ce qui est très bien aussi au niveau international. On en a 2 ou 3 qui ont levé énormément de fonds à l'heure actuelle, donc c'est très bien. Et donc ça, c'est d'autres dispositifs que nous mettons en place sur le numérique. Alors, Véronique, je disais que tu étais à la CPS, où tu représentais la France à la Communauté du Pacifique. Mais il y a un instrument que tu gères aussi, hein, je veux dire que tu coordonnes. C'est le Fonds Pacifique, qui est un fonds qui est, je dis rapidement, quoi, alimenté à la fois par les affaires étrangères et puis le ministère de l'Outre-mer, non Alimenté par les affaires étrangères et utilisé par le ministère de l'Outre-mer. Alors, vous avez entendu, c'est les affaires étrangères, mais utilisées par l'Outre-mer, c'est ça? Bon. Et puis également nos territoires, hein, du Pacifique. Alors, est-ce que ce fonds est appelé aussi à appuyer certaines productions, et notamment pour cette question de la visibilité? Comment, si tu regardes un petit peu le passé, parce que toi tu viens d'arriver, comment ça s'est passé, et quelles sont les opérations, qu'est-ce qui peut se faire avec le fonds? Je voudrais revenir, Wallace, si tu veux bien, sur la question politique que tu posais tout à l'heure. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une initiative C'est une diplomate qui veut parler de politique, il faut... On a eu One Forest Summit, One Ocean Summit. Est-ce qu'il ne faudrait pas un One Culture Summit? Alors, on sait très bien que la culture, c'est un instrument de souveraineté autant que les tanks, autant que les bombes, autant que toutes sortes de choses. On voit bien, Netflix, c'est un instrument de diffusion et de vulgarisation par une culture des autres cultures. Donc l'enjeu que vous discutez ici et que vous essayez de protéger avec le FIFO, c'est la protection de la culture océanienne. Tu l'évoquais, toi, Wallace, tout à l'heure. Les îles sont en train de disparaître, mais on ne fait aucun buzz autour des cultures qui disparaissent. En Nouvelle-Calédonie, il y a 27 langues. On dit que déjà 3 ne sont plus parlées que par 10 locuteurs chacune. En Polynésie, le président protège à nouveau et fait renaître des pratiques de culture en fonction de la lune, des marées, etc. Alors, il y a 4 choses que je voudrais dire sur cet ensemble de sujets. Un, à l'UNESCO, pour y revenir, le patrimoine, c'était avant le patrimoine bâti et le patrimoine culturel. On revient à Aimé Césaire, Convention de 1972. Il y a eu un mouvement d'États, dont les États océaniens, qui ont dit mais le patrimoine bâti, il n'y a pas que ça. Nous, on a des cultures qu'on veut protéger. Donc, il y a eu cette convention de 2003 sur le patrimoine immatériel. Et la Polynésie a, par exemple, cette candidature de la danse Ori Tahiti, énormément de choses. Et ça a été un grand boom culturel au sein de l'UNESCO. Deuxième chose, il y a le groupe des petites îles en développement, c'est comme ça qu'il est appelé. C'est un groupe qui est puissant au sein des Nations Unies, à l'UNESCO, dans les autres organisations internationales. Il est puissant parce qu'il représente beaucoup de voix, beaucoup de votes, et qu'il est dragué par les uns et les autres qui veulent utiliser ce réservoir de voix pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Ukraine, etc. L'idée, c'est que ce groupe doit exister en tant que tel, parce que, par exemple, l'Afrique est un groupe qui présente 54 États, 54 votes, et qui rafle tous les budgets, toutes les assistances, toutes les subventions, etc. Donc l'Océanie a un intérêt très fort à l'UNESCO à se constituer en tant que groupe qui veut protéger une certaine culture, et ça aura beaucoup d'écho. Donc, Monsieur le Président, quand vous parlez d'une initiative au FIP, je crois que le FIP doit ensuite, après, promouvoir la vision qu'il aura développée dans des organisations universelles. Parce qu'on est en plus en Océanie, dans ce grand jeu. On voit bien tous ceux qui disputent et qui promeuvent Netflix, les instituts Confucius, toutes sortes de choses pour promouvoir leur culture. Et donc, vous avez un intérêt à promouvoir votre culture. Et j'en viens à l'instrument. Il y avait l'instrument du Fonds Pacifique qui avait cet objectif-là.
qui a été créé dans les années 80. Alors la France a un gros passif dans cette région et ce fonds Pacifique a été créé dans le but de compenser ce passif et aussi dans le but de contribuer à l'intégration dans leur région des territoires français dans le Pacifique. Donc on promeut des projets qui font travailler ensemble à l'initiative soit d'un État de l'Océanie, soit des territoires qui font travailler ensemble tous ces États de l'Océanie avec les territoires. Et on a trouvé que le FIFO, depuis son existence, est financé pour une certaine partie, de plus en plus décroissante parce que le FIFO est une personnalité qui devient de plus en plus autonome et souveraine. Non, pas tant que ça, mais en tout cas, le Fonds Pacifique est là pour le soutenir parce que c'est en effet un projet culturel, un projet de maintien et de protection et de promotion de la culture de la zone et qu'on a, et ça tu poseras la question peut-être, on a des projets d'étendre. Tu veux que j'en parle maintenant ou après? Non, après. on va en parler simplement. Est-ce que dans le passé, est-ce que vous soutenez également ce fonds des projets spécifiques de fiction ou de documentaire, etc. T'as pas fait, Je pense pas qu'on ait soutenu des productions particulières, sauf vous, peut-être que vous qui connaissez l'histoire, oui, à mon avis, non. Je pense qu'il y a des films qui ont été soutenus par le fonds. Ok. Ouais, voilà. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure et on reviendra vers toi sur les projets parce que tu portes un projet qui est intéressant. Peut-être Johan et président Moïteil. Maintenant, bon, vous avez parlé un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Pour les 10 prochaines années, on fait comment? C'est comment quelle est la vision? Donc, peut-être Johan d'abord, après, comme ça te permet d'introduire aussi le... Oui. Nous, on a eu l'occasion, suite à une étude qui avait été menée par les deux associations de producteurs fiction et documentaires sur la Nouvelle-Calédonie, on a mené dans le dernier semestre 2023 des ateliers sur le devenir de la filière audiovisuelle. Donc ça ressemble beaucoup aux assises. C'est pour ça que je me permets de parler un peu avant. Mais c'est des ateliers que nous avons étalés sur 6 mois et décentralisés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie au gré des manifestations audiovisuelles qu'organisait la Nouvelle-Calédonie. Donc on a eu un atelier à la fois pendant le festival du film de la foi, qui est un festival qui a fêté ses 25 ans de mémoire et qui diffuse beaucoup de films néo-calédoniens. On a fait aussi un atelier à Marais pendant le FIFO hors les murs de Marais, donc qui était très bien et qui a permis de mutualiser aussi la présence de socioprofessionnels. On a fait un sur la commune de Dimbéa qui m'est cher parce que j'en suis juste le maire, donc c'est important de faire un atelier sur la commune. Et puis on a fait un à Nouméa. Donc on a pu rayonner sur l'ensemble du territoire pour aborder différents sujets que se pose la profession et qu'il est nécessaire de se projeter et d'apporter des réponses. Alors ce n'est pas des réponses directes, parce que la première réponse directe, on sait qu'elle est que financière, j'ai envie de dire, dans un premier temps, mais il y a des réponses plutôt de long terme sur certains sujets. Donc on a eu la première question, c'était la diversification du financement. Donc c'est un des sujets que l'on pourra évoquer et qui va être sûrement évoqué aux assises, mais qui va être évoqué aussi aujourd'hui certes, il y a les fonds, mais cela ne suffit pas à passer à l'étape supérieure, à passer dans une dimension supérieure. Donc il y a autre chose à aller chercher. Est-ce que c'est des financements à travers un nouvel outil? Est-ce que c'est des financements à travers d'autres partenaires plus gros, tels que les GAFA ou autres? C'est un vrai sujet. On avait aussi abordé le sujet d'impliquer la jeunesse, l'innovation et l'attractivité comme vecteur de développement de la filière audiovisuelle, c'est-à-dire comment attirer la jeunesse. Ça a été évoqué aussi à travers la formation. Nous avons eu des démarches très particulières à travers ce qu'on appelle la formation à l'image, avec l'installation d'un grand centre cinéma sur la commune de Dimbéa qui s'appelle le MK2 et qui a eu donc 14 salles, donc qui a permis de faire cette éducation à l'image à travers les écoles primaires, à travers des classes, et donc de vraiment les former et avec un concours que nous avons mis en place, de produire
des courts-métrages qui sont diffusés pour les meilleurs d'entre eux en avant-première de chaque film que les gens vont voir au cinéma. Donc c'est bien, ça fait la promotion, ça met la valorisation des enfants qui ont travaillé dessus, avec différentes méthodes que même moi je ne maîtrise pas du tout, mais que les gamins maîtrisent super bien. Et donc ça a été. Mais il y a aussi tout ce qui est formation. Donc on a pris des contacts, on avait fait venir quelqu'un de la Griffith University en Australie qui est tout près de chez nous, mais qui finalement découvre que la Calédonie fait de l'audiovisuel aussi. Donc il y a vraiment des formations à faire et des formations à tous les niveaux, preneurs de son, cadreurs, autres. Et c'est vraiment tous ces métiers qui est important. Il y avait un troisième point qui était aussi, et là Tahiti a pris une petite avance, ce qui est bien, parce que nous montre un peu le chemin sur ce que je disais, la question du patrimoine et de la valorisation du patrimoine audiovisuel et de son rayonnement. Et donc c'est ce que j'indiquais, Tahiti Vod, que vous avez mis en place, et nous on regarde beaucoup le retour d'expérience, comment ça fonctionne, comment on peut le mettre en œuvre, parce que certes le site internet c'est une chose, ça collecte l'existant, mais là vous allez beaucoup plus loin parce que vous allez chercher du patrimoine chez les personnes, chez les collectionneurs et autres. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et le dernier point que j'ai évoqué et qui est... il faut déjà bien poser le problème, mais les solutions ne sont pas faciles, c'est les investissements nécessaires à maintenir un audiovisuel de qualité. Déjà dans le petit équipement, on parle des caméras et autres. Nous, dans les discussions, moi j'ai appris sur le coût d'une caméra professionnelle, c'est énorme. Je crois que ça aborde c'est 50 millions, je ne vais pas te dire de bêtises, mais pour certaines caméras, c'est énorme. Donc pour des petites sociétés de production, c'est beaucoup apporté. Et puis après aussi sur la possibilité d'avoir des studios de tournage et autres. Donc c'est tous ces sujets qu'on a pu aborder à travers ces ateliers qui ont permis de formaliser les questions. On va avoir le retour là, dès le retour du FIFO, on va faire un retour sur toutes les conclusions avec les socioprofessionnels qui ont participé ainsi que les institutionnels de Nouvelle-Calédonie pour voir après de décliner une feuille de route pour aborder sur les différents sujets entre ce qu'on peut faire à court terme et ce qu'on peut faire à long terme. Et puis après, il y a la question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aussi en commun. Parce que je dis souvent, on est deux petits territoires de 250, 270, et si on se met ensemble, on est 500. Et la dimension, elle n'est plus la même chose au niveau des 500 000 habitants. La dimension, c'est plus la même au niveau de ce que l'on peut avoir, de ce que l'on peut produire. Donc, alors certes, on n'est pas si proche que ça, mais on est des cousins proches quand même, sur lesquels on peut s'entraider sur certaines thématiques ou sur certains secteurs de l'activité économique. Et l'audiovisuel, comme c'est quelque chose qui voyage facilement parce qu'on peut se les envoyer rapidement à travers de bons câbles sous-marins, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble, je pense, et mutualiser à terme. Voilà. Alors c'est peut-être des termes qui vont être repris au cours des assises et qui vont aller un peu plus loin que nous encore. Déjà, le FIFO et puis le Salon du Livre, puisque Christian est là, on a déjà montré qu'on peut travailler ensemble. Donc je pense que voilà, dans l'audiovisuel, ça doit être possible aussi. Alors, Président, donc il y a les assises qui vont se tenir. C'est quoi les pistes pour demain ? Alors d'abord, nous, on a voulu concevoir ces assises avec les professionnels, parce que c'est certainement pas moi et un petit groupe de fonctionnaires au bout de l'avenue Pouana-Opa qui allons pouvoir élaborer les dispositifs adaptés au développement de la filière. Il faut qu'on discute réellement avec les professionnels. Donc on s'est associé pour l'organisation de ces assises avec la Fédération des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma en Polynésie. Sur 3 journées, effectivement, on va aborder un peu les thèmes qui ont été évoqués tantôt. On retrouve un peu les mêmes fondamentaux. Peut-être que la petite différence pour nous, c'est justement cette convergence entre le numérique et l'audiovisuel. On a, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui dépasse de très loin, je crois que 3, l'industrie du cinéma. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Donc je ne pense pas qu'on puisse envisager le développement du secteur audiovisuel en faisant abstraction ou en séparant finalement les techniques de production qui sont utilisées dans le jeu vidéo
de celles qui sont utilisées déjà et qui vont être de plus en plus utilisées dans le cinéma. Il y a d'autres éléments du numérique, par exemple l'intelligence artificielle. Alors c'est pas, j'espère, je suis convaincu, c'est pas demain qu'une intelligence artificielle va écrire tout un scénario, et encore moins un bon roman. Je croise les doigts. Mais je pense que, encore une fois, alors c'est peut-être mon défaut en tant que geek, c'est que je n'arrive pas à concevoir ces progrès technologiques comme des menaces. Je veux qu'on arrive à les intégrer comme des opportunités. Moi, quand j'étais, alors ça remonte un peu, mais quand j'étais au collège, les calculettes faisaient leur apparition. Et j'avais quelques profs de maths qui étaient encore fans des règles logarithmiques et trigonométriques et qui me disaient « ça, c'est pour les paresseux, si tu utilises ça, ton cerveau il va se ramollir ». Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Les calculettes sont sur nos téléphones, comme les appareils photo d'ailleurs, les caméras. On le voit bien, tout ça a évolué. Donc il faut embrasser ce progrès technologique et il faut arriver à en faire un atout plutôt que de le regarder avec crainte. Donc moi je veux intégrer dans ces assises également la réflexion sur cette convergence entre le numérique et l'audiovisuel. Cette convergence, elle se traduit aussi dans les caméras. Tu citais des caméras qui valent 3 reins et encore des reins de bonne qualité. Mais aujourd'hui, alors je ne vais pas citer ça, mais avec un smartphone, on peut faire des films. Avec des petits appareils photo mirrorless d'une marque que je ne citerai pas, mais qui a inventé le Walkman, on peut faire également des longs métrages d'une très très bonne qualité. Donc on peut aujourd'hui, avec des moyens techniques beaucoup plus légers et beaucoup moins chers, produire quasiment la même qualité de film qu'avec ces espèces de grosses caméras très impressionnantes qui étaient utilisées il y a 10 ans, 20 ans. Donc pour moi, le numérique, c'est réellement un atout au service du développement du secteur. Ensuite, je devrais plutôt dire avant, il y a les hommes. Parce que ce secteur, sans les hommes, il est rien. Il y a les hommes, alors quand je dis les hommes, j'embrasse les femmes évidemment, hein. C'est l'homme avec un grand H. Il y a d'abord ceux qui écrivent, je reviens là-dessus, et ça permet de faire le lien avec le Salon du Livre. On ne peut pas envisager une politique de l'audiovisuel sans avoir une politique autour de l'écrit. Alors, écrire un roman, c'est pas la même chose qu'écrire un scénario. C'est, on va dire, 2 jobs qui sont bien différents. Mais dans les 2 cas, ça peut, et ça peut s'apprendre. Ça peut s'enseigner, en tout cas. Surtout l'écriture scénaristique. Autant, bon, il y a aussi des ateliers d'écriture sur les livres, mais moi, je suis plus un artisan du livre. Voilà. Donc, je sais pas encore. J'ai du mal à me dire qu'on peut apprendre à écrire des romans. Mais c'est chacun son truc. Mais donc il faut d'abord travailler, et tu l'as dit aussi, hein, sur la qualité des scénarios, que ce soit pour du documentaire ou de la fiction, que ce soit pour un short de 3 minutes ou un 52 minutes. La qualité de l'écriture, elle est essentielle, parce que si le scénario est pas bon, on pourra utiliser toutes les technologies qu'on veut, le résultat sera mauvais. Ensuite, il y a l'acte de produire le film. Et c'est là qu'en discutant avec les professionnels, on se rend compte que c'est un métier, mais totalement à part. Parce que pour faire un 52 minutes, parfois il y a 3 ans de travail avant. Enfin, souvent d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 ans? Et comment on mange pendant ces 3 ans? Alors que le film n'est pas encore construit, n'est pas encore produit, et n'est pas encore diffusé. Donc on a un tempo dans ce secteur qui est très différent des autres secteurs. Donc tout ça, voilà, ça va faire partie des discussions qu'on va avoir, et ça va modeler justement les aides, parce qu'on n'aide pas de la même manière un secteur comme l'audiovisuel avec cette temporalité qui est spécifique.
Un autre secteur comme l'agriculture, qui a aussi une temporalité qui lui est spécifique entre le moment où tu as planté ta graine et le moment où tu récoltes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ces réflexions-là qu'on va avoir. Avant de donner la parole à Véronique, et puis après on va vous donner la parole aussi, juste un mot sur les 25% que tu fixais comme objectif. Alors, peut expliquer un petit peu ce que... Alors, pour moi, 25% du PIB, c'est à la fois le secteur du numérique et le secteur de l'audiovisuel. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? On a, bon, je pense que tout le monde le sait, une TPE qui s'installe chez nous, qui s'appelle Google. Petite société, des petits jeunes qui démarrent. Avec 5 câbles qui vont partir donc, de Tahiti, et nous relier à tout le Pacifique. C'est le début de notre collaboration avec Google. Il va y avoir des annonces qui vont être faites dans les mois et les années qui viennent. Dans la foulée de Google, depuis que cette annonce a été faite, j'ai d'autres GAFAM qui m'appellent pour me dire « Tiens, on a vu que Google était chez vous. Du coup, ça nous intéresse de venir voir un peu ce qu'on pourrait faire avec vous. » Donc ça, c'est pour le secteur du numérique. Depuis très longtemps, je donne toujours le même exemple qui, pour moi, illustre complètement ce qu'on peut faire avec le numérique. J'ai travaillé il y a quelques années à New York, je vivais là-bas, et j'avais des amis qui vivaient à Boston. Alors, monsieur était directeur d'un ensemble de cliniques de chirurgie esthétique. Donc voilà, CSP++, et madame était avocate dans le droit du transport maritime international, pareil, à la tête d'un cabinet d'avocats énorme. Et ils avaient un petit garçon qui avait 9 ans à l'époque, donc depuis, il a certainement des enfants. Et des 3, c'était le plus riche. Des 3, c'était le plus riche. Qu'est-ce qu'il avait fait pour atteindre ce niveau de revenus? Il avait développé une application totalement stupide que certains d'entre vous ont peut-être connue qui s'appelait iBeer. Je vois que Karl hoche de la tête. Voilà. iBeer, c'était quoi? C'était sur votre téléphone un verre de bière qui apparaissait avec la mousse. Et quand vous penchiez votre téléphone, la bière s'écoulait. Et à la fin, vous aviez un RAW. Application stupide, qui était vendue 99 cents. Il en a vendu 330 millions. Et tout ça sans quitter sa chambre d'écolier chez ses parents à Boston. Donc je me dis, j'ai cette conviction chevillée au corps depuis que j'ai vu iBeer, qu'on a chez nous des gamins qui peuvent écrire des trucs aussi stupides ou moins stupides, les pieds dans l'eau, à Ta'a, à Takume, à Hanatetena, partout, et qui, grâce aux moyens de diffusion qu'on a aujourd'hui, ont accès directement à un marché de plusieurs milliards de clients. C'est ça la magie du numérique, c'est que, vous voyez, quand vous êtes dans l'agriculture, vous voulez exporter de l'ananas, c'est compliqué. D'abord, il faut produire vos ananas. Ensuite, il faut les calibrer, parce qu'on le voit dans le monde de la distribution, si vos ananas ils sont tachetés, les gens n'en veulent pas, il faut qu'ils aient une couleur particulière. Ensuite, en fonction du marché que vous voulez cibler, les conditions de transport ne sont pas les mêmes, le circuit que vous allez devoir emprunter n'est pas le même, les règles phytosanitaires ne sont pas les mêmes. Vous avez un coût de transport. Là, vous développez une app, vous ne bougez pas de chez vous, vous la mettez sur l'Apple Store ou sur le Google, le Play Store, paf, instantanément, sans avoir à transporter quoi que ce soit, sans avoir à réfléchir à des règles phytosanitaires, vous pouvez toucher potentiellement des milliards de clients. C'est ça la force du numérique. Et moi, je suis convaincu que, aussi bien, alors moins en Calédonie, mais plus chez nous, on va être chauvin un petit peu, non, mais là aussi, il faut qu'on arrive à travailler en synergie. Mais je pense qu'on a des gamins qui ont une appétence pour ces métiers, qui ont un talent pour ces métiers, qui fait que demain, voilà, depuis leur pays, sans quitter leur pays, alors parfois ils vont aller visiter, ils vont aller voir un peu ce que font les autres, ils vont aller se confronter et puis ils vont revenir. Mais l'idée, c'est réellement que depuis nos pays, on puisse exporter ces productions numériques. Il y a un deuxième facteur qui joue en notre faveur, c'est ce qu'on appelle le follow the sun.
Ça fait des années qu'on en parle. On a 12 heures de décalage horaire avec 13 pays d'Europe. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? En Polynésie, aujourd'hui, on en fait quelque chose. Il y a un embryon de ce Follow the Sun. C'est une entreprise que je ne citerai pas, qui est connue également en Calédonie, qui fait de la télésurveillance. Donc elle a un centre à Nice et un autre centre ici pour l'instant à Aroué, mais qui doit migrer si le maire de Marina se bouge un peu vers Marina, et qui a un centre ici. Et donc 2 jours en Polynésie, eh bien, ça leur permet de surveiller la nuit en Europe et inversement. Donc ça, ce sont de vrais atouts qu'on a et qu'on n'exploite pas encore suffisamment. Parce que ce Follow the Sun, on peut le décliner sur bien d'autres secteurs. Sur le médical, sur le suivi des personnes âgées, sur tellement de secteurs que le potentiel, à mon sens, il est juste gigantesque. C'est pour ça que je dis, quand j'annonce 25% du PIB, tout le monde me traite de fou, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que je connais le potentiel de ces secteurs, je viens de ces secteurs. Avant de m'égarer en politique, c'est là-dedans que je bossais. Voilà. Merci. Véronique, donc, si je comprends bien, nous on a l'expérience de la bière, mais il faut e-bière. C'est ça. Bon. Véronique, alors, de ton point de vue à la CPS, tu vois un peu les choses. Hein, qu'est-ce qui. Ce besoin de visibilité, c'est vrai que nous on insiste aussi sur le fait que tout le monde n'a pas de fonds pour aider les productions, etc. Il y a des zones d'ombre dans la région, il y a des pays qui ont des difficultés à produire, etc. Comment on peut essayer d'esquisser quelque chose qui puisse venir en appui pour cette question de visibilité en moyens? Alors, la CPS, Communauté du Pacifique Sud à l'origine, Communauté du Pacifique qui inclut 27 États, et en ce qui nous concerne les territoires et la France, nous sommes chaque territoire, Wallis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, ont une délégation et l'État a une délégation. Donc on a déjà on est 4 sur 27, c'est a priori pas beaucoup, mais quand on est unis, c'est une vraie force. Et ce que les États de l'Océanie attendent, c'est que nous soyons unis en tant que francophones et que nous fassions entendre notre voix. On constate, en tout cas, non, je ne constate pas, mais j'ai écouté Johan, le président Wallace, qui décrivent le secteur de l'audiovisuel dans le Pacifique, qui décrivent ces outils américains et autres qui déferlent, et qui disent qu'en dehors des outils territoriaux calédoniens, le fonds calédonien et le fonds polynésien, et du fonds Pacifique qui a soutenu le FIFO, il n'existe pas d'outils. Alors peut-être je découvre en vous écoutant, Président, le Fiji Office for Film. Et puis il y a évidemment Australia Film et les systèmes néo-zélandais. Mais l'idée, c'est de faire de sorte que les expériences déjà de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie puissent être étendues et partagées avec Samoa, Kiribati, Tuvalu et tout ça. Et qu'il y ait une sorte il y a ce mot américain pas très beau, cross-fertilization, mais vraiment d'échange de pratiques. Donc l'idée, c'est en bâtissant sur ces 3 expériences, ou 4 expériences, c'est de créer à la communauté du Pacifique un fonds de soutien à l'audiovisuel en Océanie. Ça serait une initiative. Donc il y a le fond du métier, c'est vous tous. Moi, je connais rien, mais j'entends là beaucoup de métiers. Puis vos 2 expériences seront très importantes. Moi, je connais l'ingénierie diplomatique. Donc l'idée, c'est d'arriver déjà les 4 délégations unies, ce qui est très important, politiquement, diplomatiquement. Et ensuite, en étant unis, d'aller démarcher Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis, qui sont des membres de la communauté du Pacifique. On passe notre CEBI, donc ils mettent un petit peu au pot aussi pour créer ce fonds.
Et ensuite, on le met en fonctionnement et ce fonds bénéficie aux autres États du Pacifique qui ne sont pas encore engagés peut-être suffisamment dans l'audiovisuel, mais aussi aux métiers. On entend Johan et le président parler des métiers de producteurs, des métiers d'écriture, de scénario. Tout ça s'apprend. Donc c'est la création de filières dans l'Océanie. Voilà. Donc on attend là on a déjà les approbations sous votre contrôle, le président et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Moi j'attends de Paris un feu vert, et le feu vert, de toute façon, quand on vient avec une initiative comme ça, il faut mettre un peu d'argent parce qu'on ne peut pas dire on a une bonne idée et Australie et États-Unis, s'il vous plaît, financer. Donc il faudra qu'on ait un petit truc au départ. Et puis voilà, on fera une expérience pilote pendant 4 ans et on espère que ça servira au développement, à la souveraineté culturelle de l'Océanie et surtout à l'influence culturelle de l'Océanie dans le reste du monde. Donc si je résume, ce que tu dis là, Véronique, c'est que la France et les 3 territoires du Pacifique à la CPS vont proposer la création d'un fonds d'aide à l'audiovisuel pour l'Océanie, c'est ça, et qu'ensuite vous allez le soumettre aux autres pays. Et tu penses à qui, par exemple? Soumettre à tous les États, les membres de la communauté du Pacifique, donc les 23 autres. Et on va évidemment passer notre CEBI, demander aux riches, on les appelle d'ailleurs les États métropolitains parce qu'ils payent une contribution plus élevée à la communauté du Pacifique, donc États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande. L'Union européenne n'est pas membre, mais on demandera aussi de l'aide. Donc voilà, donc c'est un appel, je comprends ton petit rappel, Wallace, c'est un appel à toutes les membres de ces pays qui sont présents pour commencer à lancer un petit peu le plaidoyer, chacun dans leur pays avec leurs propres administrations. Et de toute façon, nous, avec nos moyens diplomatiques et politiques, nous ferons aussi cette démarche. Juste, quel calendrier? Tu vois ça dans quel calendrier? Alors, le calendrier, il y a l'organe décisionnaire de la communauté du Pacifique, c'est la conférence, et qui se réunit tous les 2 ans. Donc, l'année prochaine, en 2025, on n'aura pas de conférence. En 2024, on n'aura pas de conférence, on en aura une en 2025. Mais il y a la conférence des représentants des gouvernements et des administrations qui peut lancer la réflexion. Donc on présentera ce projet, on devrait être prêt à l'automne 2024. Et pour une approbation finale, ficelée, avec un comité directeur, un comité des experts, parce qu'il faut dans ce comité directeur, je pense que ce sera politique et qu'il y aura un représentant de chaque groupe géographique de l'Océanie, un représentant mélanésien, un polynésien, un micronésien et un métropolitain, et puis un comité d'experts avec, voilà, mesdames et messieurs, vous qui êtes du métier, dans ce comité d'experts. Yoann, tu voulais rajouter quelque chose? Non, l'initiative de ce fonds océanien, si on peut l'appeler comme ça, à ce stade, elle est intéressante si elle vient en complémentarité des fonds que nous avons dans chacun de nos pays respectifs, parce que ça vient de financeurs extérieurs, de financeurs, on va dire, internationaux d'une autre dimension, donc qui peuvent nourrir ce fonds, qui ne va pas être dédié que à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie, malheureusement, qui va être ouvert aussi aux autres territoires du Pacifique pour les aider à la production. Et on voit qu'il y a certains territoires qui ont besoin, parce qu'il y a de la production, il y a la nécessité. Et il y a aussi la possibilité, comme nous on le fait dans chacun de nos fonds, moi au fonds calédonien, il y a des privés qui participent aussi, jamais de manière suffisante, mais ils participent. Et donc là, ce qui serait bien aussi au niveau océanien, c'est que peut-être les GAFA, les grandes structures internationales, les grandes sociétés internationales, y participent. Parce que là, ça concernerait pas qu'un territoire, mais l'Océanie dans sa plénitude. Donc ce serait intéressant que les grosses sociétés mondiales puissent y participer. Elles sont nombreuses à pouvoir y aller. Et donc ça peut vraiment faire prendre une autre dimension à ce fonds
sur l'ensemble. Et là, de faire peut-être la jonction ou la convergence entre l'audiovisuel et le numérique, parce que c'est la plupart sont des sociétés issues du milieu numérique, et donc ça permettrait d'aller jongler entre la production audiovisuelle pure et documentaire, fiction, aller peut-être chercher des vraies fictions qui puissent s'exporter au niveau international, voir, comme ça a été indiqué par le président, tout l'espace des jeux numériques et autres. Nous, la Calédonie, on a eu un jeu qui a été primé qui s'appelle Tcha, et qui a été produit par des Calédoniens, mais en métropole, en Europe, mais d'inspiration dans le dessin, dans la vie, dans les valeurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi converger vers le numérique. Donc à mon avis, il faut profiter de ça pour faire venir les deux, c'est-à-dire les institutionnels, c'est une certitude, mais aussi les partenaires privés. Parce que c'est eux qui risquent de faire la différence financièrement et de faire vraiment basculer l'audiovisuel numérique océanien dans une autre dimension. Et je crois qu'on revient au début de la table ronde, c'est qu'au départ, on disait finalement, il y a une mobilisation réelle sur le climat. Et que, y compris les organisations internationales, etc., les ONG, les entreprises se mobilisent pour le climat. Là, c'est l'occasion de dire, c'est le même combat, en fait. Le climat et la visibilité. Et voilà. On a été un peu long, je crois qu'on a dépassé un peu. Hein. Oui, mais ça va, on a ce qui était prévu ici, donc on peut laisser un petit peu de temps pour les questions. Oui, voilà, si vous avez des questions... Vas-y, vas-y. Mais je crois qu'ils sont... Donc, est-ce qu'il y a des questions du public? C'est moi qui vous passerai le micro. Moi, j'ai une question notamment sur la partie formation de l'audiovisuel, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme moi, de jeunes, qui partent à l'étranger continuer leurs études dans l'audiovisuel. Moi, je suis à l'ICEP et je suis en 3e année, et j'ai connu des amis à moi qui sont finalement partis en France continuer leurs études dans l'audiovisuel. Et ma question, ce serait... Est-ce qu'il y a des formations dans l'audiovisuel qui sont prévues à l'avenir? Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand tu veux continuer dans le domaine de l'audiovisuel, tu es obligé de partir à l'étranger ou en métropole. Alors, aujourd'hui, il existe dans certains établissements, dont l'ISEP, des formations à l'audiovisuel à des niveaux différents, avec des durées différentes. Cette question de la formation, de la mise en place de formation, elle est importante et elle est délicate. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on met par exemple en place une filière de formation, si derrière il n'y a pas les débouchés, ça crée de la frustration. Alors c'est un peu l'œuf et la poule, tu vois, c'est se dire, mais si d'un autre côté, si on ne fait pas les formations, on ne va pas réussir à professionnaliser le secteur. Donc il faut... Je pense que dans un premier temps, on n'aura pas, par exemple, la possibilité de créer une grande école polynésienne de la formation à l'audiovisuel. Je pense que ça, ce serait irréaliste. En revanche, c'est en tout cas ce dont on va discuter dans les assises. Dans les 50 métiers de l'audiovisuel, il y en a aujourd'hui où il y a des besoins immédiats de formation. Parce que ce sont des gens qui travaillent déjà et qui ont besoin de se professionnaliser avec des perspectives qui ne sont pas trop lointaines. Donc, sur ces besoins ponctuels, je pense qu'on peut mettre en place des sessions de formation où on ferait venir des formateurs, mais on utiliserait aussi les ressources qui existent en Polynésie, parce qu'il y a des gens qui sont capables en Polynésie de faire de la formation à certains métiers de l'audiovisuel. Donc je pense que dans un premier temps, la carte de formation, il faut qu'on la réfléchisse avec les professionnels du secteur. Ça prendra plus la forme de sessions de formation à des métiers spécifiques. Alors on va les recenser ensemble, on va essayer de voir un peu comment ça peut s'organiser. Sur la partie plus, je dirais, plus avancée, j'étais, alors pas lors de la précédente mission, mais celle d'avant, j'étais invité à Cannes par David Lisnard, qui est le maire de Cannes et qui a une vraie politique de développement de l'audiovisuel dans sa ville. Bon, c'est un peu normal, hein, c'est Cannes, quoi, le festival. Et ils ont un ensemble que moi j'ai trouvé fantastique, qui s'appelle la Bastide Rouge,
qui regroupe à la fois les filières de formation en collaboration avec l'université, donc c'est des filières post-bac, licence, BTS, master, jusqu'au doctorat dans les secteurs de l'audiovisuel. Mais en fait, dans le même bâtiment, tu as ces formations, tu as tout un étage qui est réservé aux start-up et à des sociétés installées qui font de la production, qui du coup, tu vois, peuvent faire cette cross-fertilisation dont parlait l'ambassadrice, c'est-à-dire que les étudiants peuvent faire des stages dans ces startups, dans ces sociétés. Ces sociétés interviennent dans le cursus de formation pour dire, bon, les cours c'est bien, mais la réalité c'est un peu différent parfois. Donc nous, on va vous expliquer ce qu'on fait réellement sur le terrain, comment on le fait, comment on s'adapte. Et puis le troisième élément que j'ai trouvé intéressant dans cette Bastide Rouge, c'est que les locaux sont conçus de manière à pouvoir être loués aux sociétés de production extérieure. Et ça marche super bien. Donc ça fait partie des idées qu'on a lancées lors du processus de recrutement de nos nouveaux directeurs et directeurs délégués à TNTV, c'est de dire on a aujourd'hui un outil qui s'appelle TNTV, qui a de l'immobilier qui est taillé pour faire de l'audiovisuel. Aujourd'hui, cet outil, il est principalement utilisé pour les besoins propres de la chaîne, alors parfois avec des producteurs extérieurs, mais qui produisent pour TNTV. Est-ce que demain, il n'y a pas autre chose à faire ? Ça fait partie des réflexions qu'on a. Parce que, encore une fois, mettre en place des formations, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas les débouchés, on va créer de la frustration. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public ? On peut encore en prendre une ou deux, selon la longueur de la réponse. Oups. Non, c'est une suggestion que je fais, et notamment à Véronique. Ce serait bien que, au prochain FIFO, on refasse le point sur cette initiative. Voilà, c'est ça. Parce que pour qu'on puisse voir où ça a avancé, etc. Mais bon, elle n'a pas répondu, mais voilà. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Je travaille dans le cinéma d'animation depuis extrêmement longtemps. Cette transition dont vous parlez, Monsieur le Président, numérique, audiovisuel, nous, on l'a eu il y a 20 ans. On l'a eu quand l'animation a dû regarder le jeu vidéo avec un œil plus bienveillant et pas comme une compétition. Je suis d'accord avec vous, les nouvelles technologies, il faut mieux les embrasser que les rejeter. Dans la formation, je vous rejoins aussi, parce que nous, dans l'animation, on a mis en place des formations intégrées au sein des studios pour obtenir des gens formés à ce dont on avait besoin et leur promettre une embauche. J'ai travaillé à la création de certaines de ces écoles et elles sont aujourd'hui très très profitables au monde de l'animation. Aujourd'hui, le monde de l'animation vit une autre transition. Il est en train de migrer vers l'audiovisuel aussi. Il n'y a plus de frontières entre l'animation, la 3D et l'audiovisuel et le documentaire. Et je pense qu'il faut en effet aller vers cette union. C'est la seule façon de défendre notre culture. Je suis tout à fait d'accord. Il existe dans des formations aussi qui se font via des MOOC, oui, ou via des synergies d'écoles. Il y a Objectif 3D, par exemple, en France, qui peut très bien former dans différentes villes. Et pourquoi pas créer des synergies avec de telles formations qui, du coup, ouvriraient des échanges, des allers et retours. Parce que je pense que si on veut défendre une culture de l'audiovisuel, il faut défendre un aller-retour. Notre culture vers l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'essentiel. La Bastide Rouge me rappelle une autre initiative à laquelle j'avais participé il y a très très longtemps, qui est l'ACLA sur la région Aquitaine, où là on fusionne, on fait une synergie, je vais utiliser le terme français plutôt qu'américain, on fait une synergie entre l'art, l'audiovisuel et l'édition. Et je pense qu'il y a
en Polynésie et sûrement en Nouvelle-Calédonie aussi, vraiment moyen de créer ce genre de synergie pour créer un contenu, une écriture très riche qui pourra donner des idées de création à l'international, parce que je peux vous assurer qu'en travaillant moi-même avec l'international, il manque d'idées. C'est exactement ce que l'on peut leur apporter. Monsieur le Président, j'aimerais vous rejoindre sur une chose qui est une citation, je fais beaucoup d'aviation, moi c'est mon autre passion, une citation de la TECOER, je ne sais pas si vous la connaissez, je l'ai renotée pour ne pas l'écorcher. La TECOER disait « J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, la réaliser. » Merci. Et je pense la dernière question, du coup. Une petite question concernant les possibles pistes pour alimenter notre filière. Je voulais savoir s'il y avait eu déjà des réflexions sur un concept de mécénat pour que les entreprises, parce que je vois le grand nombre de sponsors qui est à l'arrière là, parce qu'on parlait des GAFA, enfin des grosses sociétés, mais toutes ces moyennes entreprises ou grandes entreprises, est-ce qu'il y avait des pistes qui étaient étudiées sur un genre de mécénat culturel qui permettrait à ces entreprises d'avoir un crédit d'impôt? Donc c'est juste ça, parce que je sais que quand elles investissent dans des films, le mécénat culturel, et parce que je sais que les anglo-saxons fonctionnent quasiment là-dessus, hein, pas forcément sans crédit d'impôt, mais avec du privé. Et nous, on a un modèle très public, enfin sur des fonds publics. Alors j'ai l'impression que, mis à part sur la fin, sur la discussion de Johan, j'ai l'impression que tout tourne autour des fonds privés, publics, mais les fonds privés sont presque pas négligés, mais c'est peut-être à ma méconnaissance, mais je voulais savoir s'il y a des pistes là-dessus sur une forme de mécénat culturel dont on pourrait bénéficier au niveau océanien. Merci. Alors, je pense que la réponse, elle ne peut pas être uniforme parce qu'on a des fiscalités qui sont différentes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Mais l'idée de fond est identique. C'est de dire je suis une entreprise. Si j'investis dans un secteur que vous jugez prioritaire, par exemple l'audiovisuel ou le cinéma, il faut que j'ai un retour quelque part, une ristourne fiscale, quelque chose. Ça fait partie des réflexions qui sont en cours et qu'on va approfondir lors des assises de l'audiovisuel. Ça a fait partie des discussions qu'on a eues avec le CNC. Donc d'abord, il y a un premier travail qui consiste à faire mieux connaître les dispositifs existants, parce que certaines productions ne savent pas tout ce à quoi elles ont droit finalement. Il y a un travail de renégociation de la convention qui nous lie au CNC, puisque moi j'étais très surpris que je suis allé au CNC, j'y suis allé un peu avec la wishlist des gens que j'avais rencontrés avant, qui m'ont dit on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Donc j'ai posé la question de manière candide au CNC, mais pourquoi on n'a pas ci, on n'a pas ça et on n'a pas ça? Ils m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant Monsieur le Président, on est un peu gêné de vous répondre, mais c'est tout simplement parce que en 2013, lors de la première convention, on ne nous a pas demandé. Donc je dis, je note, on va se revoir bientôt. Voilà. Mais sur ta question, je pense qu'elle est intéressante. Après, quand tu es un chef d'entreprise et que tu fais du sponsoring, par exemple, soit tu le fais pour améliorer ton image, soit tu le fais en attendant un ROI, un retour sur ton investissement. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, la culture de nos entreprises, elle est ce qu'elle est. Et je pense que en termes de gestion du risque, pour une entreprise aujourd'hui de mettre des millions dans de la production audiovisuelle, c'est pas un réflexe naturel. Parce qu'ils se disent, s'il y a un truc qui est casse-gueule, c'est bien de faire des films. Parce que voilà, au moment de tourner, il y a un cyclone, paf, tu te prends 6 mois, l'acteur principal meurt, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il y a tellement d'aléas dans ce métier qu'on se dit, bon, peut-être que je vais investir dans des roulottes, c'est peut-être un business plus sûr, quoi. Tu vois? Donc, je pense qu'il ne faut pas juste mettre en place des dispositifs, il faudra aussi faire une sorte de pédagogie
avec nos entrepreneurs, avec nos grosses entreprises, pour leur dire, écoutez, voilà ce que le pays fait, voilà ce qu'on va faire dans le futur pour professionnaliser le secteur, pour attirer les productions, pour faciliter le tournage des films chez nous. Donc c'est pas si risqué que ça. Mais bon, il y a un petit chemin à parcourir là, je pense. Hein, parce que je ne sais pas si tu veux compléter. L'essentiel a été dit sur la Calédonie. Il y a un mécénat qui existe déjà sur le plan sportif, qui a été étendu au culturel. Après, est-ce que l'audiovisuel rentre dans le culturel? C'est la problématique de la lecture actuellement des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, c'est non. L'idée, c'est de la faire rentrer dedans. Donc ça, c'est une démarche que nous avons entreprise depuis quelques mois. Et puis après, il y a aussi, pour répondre très concrètement, mais même si je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, c'est pas suffisant, mais ça peut aider, ça peut faciliter. Il y a le crédit d'impôt qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, mais qui est en cours d'évaluation. Parce qu'avant de faire des cadeaux fiscaux, il faut savoir combien ça va coûter au pays, quoi. Donc on est en train de faire l'évaluation et c'est peut-être des améliorations que l'on aura, je pense, au cours de l'année prochaine, parce que va être construit cette année. Et les textes risquent d'être présentés cette année pour peut-être être mis en œuvre dès l'année prochaine. Donc c'est vraiment une évolution parce que souvent, là aussi, l'audiovisuel n'est pas concerné tout le temps ou selon la lecture comme culturel. Donc ça aborde des sujets culturels, mais l'activité n'est pas concernée comme une activité culturelle. C'est toute la complexité de la lecture de certains professionnels. Donc c'est vraiment à amener. On disait qu'il faut faire basculer l'audiovisuel vers le numérique, mais il faut aussi qu'il reste attaché et ancré à ce que c'est. L'audiovisuel aussi, c'est un des supports de la culture, on va dire entre guillemets. C'est pas qu'une activité économique autre, mais c'est aussi rattaché à certaines valeurs culturelles. Donc c'est ça qui est en train de faire. Faut faire évoluer. Et avec les services fiscaux, c'est toujours compliqué à faire évoluer mentalement certaines valeurs spirituelles, quoi. C'est pas leur base de lecture. Ok. Merci. Je pense que voilà, on a fait le tour un petit peu. Le thème au départ, c'était l'audiovisuel en Océanie, quelle stratégie, quelle politique. Hein. Je pense que, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, les uns et les autres, mais je pense que là, on a vu à peu près ce que veut faire la Polynésie avec les assises, etc. La Nouvelle-Calédonie, pareil, hein, qui sont dans la même situation. Et au niveau de la région, donc le Pacifique, ce projet de fond qu'il faut qu'on surveille, c'est intéressant de rappeler que ce débat-là était au premier FIFO. Et que là, on a mis 20 ans pour... voilà, etc. Mais en fait, je sais que... Je pense, au fond, qu'on attendait l'arrivée de Véronique. C'est pour ça. Donc on peut peut-être l'applaudir. Mais en tout cas, merci à tous pour ce premier échange. Et puis je crois que la suite, ben, tu reprends la main. C'est ça, c'est moi qui vais indiquer. Donc j'aimerais qu'on applaudisse tout le monde, s'il vous plaît, tous nos intervenants. Merci. Donc c'était la table ronde développement de l'audiovisuel. Développement de l'audiovisuel en Océanie, quel choix politique pour aujourd'hui et demain. Donc je rappelle que tous les professionnels donc maintenant vont avoir rendez-vous au lounge. Donc il faut traverser la route pour aller de l'autre côté à Toata.